Alors, ce matin, on a parlé de psychédélique, on a parlé de méditation, on a parlé d'hypnose, on a parlé d'état de conscience, de modification d'état de conscience. Et cet après-midi, on va aller creuser un petit peu plus profond dans la construction de ces expériences. Alors, il y a notamment une question qui revient assez souvent dans toutes les pratiques de transe, que ce soit des transes avec ou sans substance, c'est celle des faux souvenirs. C'est assez fréquent que des personnes qui reviennent d'expériences psychédéliques, de sessions d'hypnose ou de transe, et qui retrouvent un souvenir oublié, qui retrouvent quelque chose qui était enfoui au plus profond de la mémoire et qui réapparaît comme ça. Puis c'est vécu de manière très intense, c'est très réaliste, c'est très vrai, et c'est tellement clair que c'est sûr, c'est arrivé, c'est vraiment un souvenir. Alors, dans certains cas, c'est le cas, mais en réalité, c'est pas toujours le cas. Et en réalité, traiter toutes les visions qui surviennent dans des états de conscience élargis comme des réalités biographiques, c'est pas toujours très heureux. On peut réfléchir à des contextes de souvenirs d'un trauma passé qui revient. Quand on réassimile ça à quelque chose de réaliste, on peut créer du trauma là où il n'y en avait pas initialement. Donc il faut réfléchir un petit peu à la manière dont on aborde ces questions-là. Alors comment la mémoire peut-elle se tromper? C'est ce que Denis Perrin, professeur de philosophie de l'esprit à l'UGA, va nous expliquer maintenant. Et il y a ce micro que vous pouvez utiliser, il suffit de l'allumer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me livrer un exercice qui est un peu délicat, à savoir que je vais parler d'une chose que je connais mal. Donc, je suis philosophe, je m'intéresse à la mémoire, beaucoup, et je le fais d'une façon qui accorde une place très importante à ce qu'on peut appeler, pour aller vite, la science. Toutes les disciplines scientifiques qui portent sur la mémoire peuvent nous apprendre sur cette capacité-là. Alors, étant donné le sujet de la journée, notamment de cette session, je ne vais pas parler de n'importe quelle forme de mémoire. Il existe des formes de mémoire. Il n'y a pas de capacité, c'est un consensus aujourd'hui, de capacité unifiée de la mémoire. Quand on parle de mémoire, en fait, on parle de différentes choses, de différentes capacités. Et je vais vous parler d'une forme de mémoire, donc ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Ce qui, dans le langage courant, est souvent désigné par l'idée de souvenir personnel. Et je pourrais, pour que vous mettiez tout de suite le doigt sur la chose en question, vous demander de fermer les yeux. Je ne vous demande pas, mais vous pouvez le faire les yeux ouverts, d'essayer de vous reporter vers quelque chose que vous avez vécu il y a quelques jours. Voilà. Je ne sais pas, moi, une promenade que vous avez faite dimanche dernier. Donc vous êtes capable de vous transporter à travers le temps, comme disait Tolving, qui est le grand premier théoricien psychologue de cette forme de mémoire, et de revivre l'épisode personnel en question. Donc on a cette capacité-là. Du point de vue théorique, il est pas simplement théorique, aussi dans le champ des sciences expérimentales ou de l'approche empirique de la mémoire, il est intéressant de distinguer cette capacité cognitive d'autres capacités, notamment d'autres formes de mémoire. Vous êtes capable de vous souvenir que vous êtes allé vous promener à tel ou tel endroit dimanche dernier, sans revivre la chose en question, ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Et c'est aussi intéressant de distinguer la mémoire épisodique de l'imagination. Vous pouvez aussi essayer d'imaginer comment c'était la promenade dimanche dernier, et vous pouvez, c'est intéressant, ce cas de figure, vous pouvez très bien imaginer la chose en question tout en sachant que vous êtes en train de l'imaginer plutôt que de vous en souvenir. Aussi précise et détaillée soit l'imagination que vous produisez. Donc vous voyez là, on a une capacité très particulière, le souvenir épisodique, qui se distingue d'autres formes de mémoire, mais qui se distingue aussi d'autres états de conscience, impliquant ce qu'on appelle très souvent de l'imagerie mentale, qui nous permet de nous représenter de façon très vive, quasi expérientielle, des épisodes, et notamment, là en l'occurrence, des épisodes d'expériences passées.
Alors évidemment, cette forme de mémoire, elle est particulièrement intéressante et on a l'impression qu'on peut se fier à ce type de mémoire pour savoir ce qui s'est produit dans le passé. Il y a certains théoriciens qui disent que voilà, la mémoire épisodique nous donne une connaissance en première main du passé, par différence avec d'autres types d'accès, avec le témoignage, la mémoire sémantique que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a vraiment, comment dire, un statut épistémique qu'on accorde dans nos vies ordinaires à nos souvenirs épisodiques qui est très, très important et très distinctif de cette forme de mémoire. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, qui est important à mentionner, c'est le fait qu'on peut avoir et de fait, historiquement, il y a eu globalement des conceptions très différentes de cette capacité du souvenir personnel ou du souvenir épisodique. Pour aller très vite, on peut opposer deux grandes conceptions. Une conception qu'on peut appeler archivaliste et une conception qu'on peut appeler constructiviste. La conception archivaliste, elle est assez simple. La constructiviste aussi, on peut les expliquer de façon assez simple. Vous voyez, quand on parle de la mémoire, souvent on dit, et je reviendrai en détail là-dessus plus tard, on dit qu'il y a une première phase, quand vous vivez une expérience, quelle qu'elle soit, ça déclenche un certain nombre de processus, de mécanismes, et vous encodez l'information qui correspond, qui est contenue dans l'expérience que vous avez faite. Okay. Donc il y a une phase d'encodage, on dit qu'il y a une phase de stockage, l'information en question est transmise à travers le temps, puis il y a une phase de récupération quand vous remémorez telle ou telle expérience. Très bien. Si vous êtes archivaliste, vous dites, au moment où je vis la chose en question, il y a quelque chose comme un certain nombre de représentations qui sont stockées dans mon cerveau, ce sont des traces, c'est transmis. Et puis la trace qui est déposée, c'est l'image qu'on a très souvent, c'est comme si quelque chose s'imprégnait sur la matière de votre cerveau. Donc ça représente quelque chose, c'est transmis. Et au moment où vous remémorez, au fond, la trace est récupérée au sens où elle est réactivée et vous redevenez consciente de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est une image relativement intuitive qu'on rencontre très souvent dans le champ de la philosophie, notamment au cours des siècles passés. Au XXe siècle, il y a une autre conception de la mémoire épisodique qui s'est imposée, qu'on appelle la conception constructiviste. À partir des années 30 notamment, on rencontre chez certains psychologues cette conception-là. Quelle est l'idée ? L'idée est que, si vous reprenez les trois phases que j'évoquais, que quand on vit une expérience, évidemment on ne se contente pas, même après avoir vécu l'expérience, de stocker une représentation de l'expérience en question. Il y a toutes sortes de processus qui se produisent au moment où, pour utiliser le terme qu'on utilise aujourd'hui, on consolide la trace laissée par une expérience, qui sont susceptibles de façonner, de modeler, éventuellement de déformer la trace qui est laissée par l'expérience. Et quand on se remémore, donc il y a des processus de construction à l'encodage, mais il y a des processus lors de la remémoration de reconstruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est à peu près une position consensuelle dans le champ de la psychologie cognitive, de la neuropsychologie, on considère qu'il n'y a pas une trace qu'on récupère qui serait déjà là toute prête, pas du tout. Il y a des processus qui construisent une représentation au moment où vous vous remémorez. Donc il n'y a pas quelque chose qui serait déjà là, qui aurait été transmis, archivé, et puis que vous réactiveriez au moment où vous remémorez. Pas du tout, vous produisez une représentation au moment où vous remémorez. Donc on parle de paradigme constructiviste à propos de la mémoire épisodique. Il y a toutes sortes de processus autres que de simplement, vous voyez, l'enregistrement passif d'une représentation qui serait transmise et puis réactivée. Il y a des processus de construction à l'encodage. La phase de l'encodage, c'est une phase très complexe, dynamique. Il y a différentes étapes qui fixent l'information qui sera finalement retenue. Et puis lors de la phase de récupération, lorsque vous vous remémorez. OK. Donc il y a ces deux conceptions-là, il y a ces deux conceptions-là, et la conception qui aujourd'hui est à peu près unanime, c'est la seconde que je mentionnais, la conception constructiviste. Ok. Une des choses c'est le troisième point, j'ai essayé de tenir le temps, donc j'ai essayé de structurer mon propos. La troisième chose que je veux vous dire, c'est qu'une des choses qui ont motivé l'adoption du paradigme constructiviste, c'est précisément la fréquence des erreurs de mémoire.
Une chose que la psychologie de la mémoire, qui s'est développée considérablement à partir des années 70 notamment, a établi, c'est qu'il y a énormément d'erreurs commises par la mémoire, et notamment par la mémoire épisodique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors j'ai peu de temps, donc il ne s'agit évidemment pas de parcourir, même de proposer une taxonomie générale des erreurs que la mémoire est susceptible de commettre, mais simplement pour rendre la chose un peu intuitive, vous voyez qu'effectivement il y a quelque chose ici d'important et de complexe. Pour prendre des exemples, par exemple, vous pouvez vous tromper évidemment au sens où vous remémorez une scène et puis, je ne sais pas, vous placez tel visage, telle personne dans la scène qui n'était pas présente. Okay, donc vous intervertissez une personne avec une autre. Là, c'est une première forme de mémoire. La représentation que vous construisez au moment où vous remémorez introduit des éléments qui n'étaient pas présents dans la scène initiale. Mais ça, c'est simplement un type d'erreur de mémoire parmi d'autres que la mémoire commet. Un autre type d'erreur de mémoire, c'est ce qu'on appelle parfois les erreurs de métamémoire ou les erreurs métacognitives. Par exemple, quand vous avez l'impression d'être en train de vous souvenir alors que vous êtes en train d'imaginer. Ou l'inverse, vous croyez être en train d'imaginer alors que vous vous ressouvenez. Notre esprit, il a aussi les capacités, non seulement les capacités de produire des représentations notamment, mais il a aussi la capacité d'évaluer ses propres capacités et opérations cognitives. En général, si votre esprit fonctionne bien, disons, quand vous vous souvenez, en général, vous savez que vous vous souvenez. C'est une capacité à part entière de faire ça, qui est différente de la capacité de se souvenir, précisément. Donc, on pourrait imaginer qu'en principe, vous êtes parfaitement capable de vous souvenir, mais que on a des cas similaires à ça, mais que vous ne savez pas que vous êtes en train de vous souvenir. Il y a des gens qui sont complètement perdus du point de vue métacognitif, qui prennent leurs souvenirs pour des imaginations pour leurs souvenirs, mais qui par ailleurs produisent des souvenirs dont le contenu est relativement correct. Donc vous voyez, vous avez une première différence ici, qui est intéressante. Une autre différence, et encore une fois, je prétends pas du tout être exhaustif. Il y a la mémoire peut se tromper, tout en étant parfaitement fonctionnelle. Et comme je le dirais tout à l'heure, la mémoire se trompe parfois parce qu'elle est fonctionnelle. Les erreurs de mémoire sont pour un certain nombre d'entre elles, en tout cas, sont des erreurs qui sont dues au fait que la mémoire fonctionne très très bien. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Puis il y a d'autres cas de mémoire qui produisent des erreurs, notamment du premier type que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'elles sont totalement dysfonctionnelles pour des raisons cérébrales, par exemple. En cas de lésion cérébrale, évidemment, il y a des capacités qui disparaissent. La capacité mémorielle est l'une d'elles, ou qui disparaissent ou qui sont altérées. Okay. Donc vous voyez qu'il peut aussi y avoir des erreurs de mémoire qui sont dues à une mémoire qui fonctionne bien, et peut-être même précisément parce qu'elle fonctionne bien, mais vous avez aussi des erreurs de mémoire qui sont dues au fait que la capacité mémorielle est gravement altérée. Donc, simplement, ces deux indications ne sont que des indications. Par exemple, en philosophie de la mémoire, on réfléchit beaucoup aux taxonomies des erreurs de mémoire. Il y a des débats importants là-dessus, c'est intéressant. Mais en tout cas, simplement pour vous dire que se tromper pour la mémoire, ça peut vouloir dire des choses très, très différentes. Alors, la quatrième chose que je veux vous dire, c'est vous indiquer quelques erreurs de mémoire qu'on rencontre. Là encore, ça prétend pas du tout être exhaustif, mais c'est pour que vous disiez, ah oui, donc il y a ça. Et ce sont des cas qui sont documentés dans la littérature empirique. Premier cas, ce qu'on appelle parfois la fausse reconnaissance. Alors, fausse reconnaissance, ça peut renvoyer à des choses différentes. Dans le contexte expérimental auquel je m'intéresse là, ça veut dire la chose suivante. On présentait dans l'expérience en question à des sujets une liste de mots initiale, et les mots en question étaient reliés entre eux thématiquement. Par exemple, des mots qui appartenaient au milieu médical. Okay. Ça, c'était la phase initiale. Lors de la phase de test, on présentait au sujet des listes de mots qui contenaient à la fois des mots qui avaient été présentés dans la phase initiale, des mots qui ne l'avaient pas été et qui n'étaient pas thématiquement reliés aux mots qui avaient été présentés dans la phase initiale, et puis des mots qui n'avaient pas été présentés mais qui sont bien reliés et qui étaient bien reliés aux mots qui apparaissaient dans la phase initiale. Le phénomène de la fausse reconnaissance est massif dans ce genre de cas. C'est-à-dire que les gens disent oui, ça c'était dans la phase initiale, et non seulement ils disent qu'ils savent que c'était, enfin, ils sont convaincus que c'était dans la phase initiale, mais ils ont même l'impression de se ressouvenir, voir le mot en question dans la phase initiale. Ça, c'est un cas typique
d'erreurs de mémoire dues au fait que la mémoire fonctionne très bien. C'est-à-dire que la mémoire procède apparemment très, très fréquemment avec un souci d'économie en retirant l'information essentielle d'une expérience qui a été vécue. Là, en l'occurrence, ce qui est retiré, ce n'est pas le détail des mots, mais c'est le thème que partageaient les mots qui apparaissaient dans la phase initiale. Ce qu'on appelle le phénomène du gist. Voilà. Donc on retire l'essence, le gist, très souvent d'une expérience donnée. Et pour de bonnes raisons d'économie cognitive, mais évidemment, donc ça c'est un mode de fonctionnement, et c'est un mode de fonctionnement très, très sain, disons, mais évidemment ça peut produire des erreurs de mémoire. Donc une leçon, on pourrait donner d'autres exemples dans ce sens-là, un autre exemple, ce qu'on appelle le phénomène d'extension des frontières. Quand vous faites percevoir une image à des individus, il y a des expériences très précises qui ont été faites là-dessus, et qu'un peu plus tard, vous leur demandez de dessiner ce qu'ils ont vu, la plupart du temps, ils étendent la scène au-delà de ce qui a été vu. Et là encore, c'est de la mémoire qui fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce que c'est fondé sur des processus inférentiels qui, en général, sont tout à fait fiables. Si, par exemple, une expérience célèbre, on présentait à des gens une partie d'une palissade, quand on leur demandait de dessiner l'expérience en question, ils dessinaient la partie haute de la palissade qui n'apparaissait pas sur l'image. En général, ça marche très bien, c'est-à-dire que les inférences en question qui conduisent à compléter l'image, elles sont fondées sur une connaissance correcte de ce à quoi ressemble en général une palissade. Donc là, vous voyez, vous avez deux exemples qui ont été beaucoup étudiés dans la littérature, qui montrent qu'on a affaire à des souvenirs. On ne peut pas parler à proprement parler dans le second cas d'erreur, à moins que vous ne vouliez restreindre le souvenir à ce qui a été vécu. Si vous le restreignez à ça, alors oui, il y a bien une erreur. Mais vous voyez, dans les deux cas, la mémoire fonctionne très très bien, et pourtant, ce qu'elle rapporte ne correspond pas à l'expérience initiale. Je vous donne un dernier exemple qui vient d'Elisabeth Loftus, qui a beaucoup étudié les faux souvenirs. C'est un domaine passionnant qui est lié à un phénomène qui s'est produit dans les années 90 aux États-Unis et qui est directement lié à certains sujets qui ont été, vous connaissez, je pense, sans doute, qui ont été mentionnés tout à l'heure, ce matin. Donc il y a eu une phase de dénonciation d'abus sexuels dans des cadres en général satanistes dans les années 90, avec des conséquences catastrophiques pour certaines vies personnelles. Et en fait, on s'est rendu compte que donc les gens rapportaient des souvenirs très très détaillés, très très vifs, d'avoir été abusés en donnant toutes sortes de détails. Bref. C'était complètement faux. Et on s'est rendu compte, Loftus a travaillé là-dessus beaucoup, que ça venait de suggestions qui avaient été faites lors de séances d'hypnose. Alors, je ne dis pas que l'hypnose ne vaut rien, ce n'est pas du tout le propos. Je suis en train de dire simplement qu'il y a dans ce cadre-là, apparemment, il y a eu des suggestions qui ont conduit à des souvenirs complètement erronés. Et les gens étaient tout à fait sincères en rapportant leurs souvenirs et tout à fait détaillés. Loftus a répliqué ça dans des cas expérimentaux, semi-écologiques, mais expérimentaux, et elle a été capable, elle a montré, c'est extrêmement facile, en s'appuyant sur la suggestion, d'implanter des souvenirs complètement erronés chez des gens qui ensuite ont l'impression de se souvenir très très précisément. Donc je pourrais multiplier encore, la littérature est immense, là-dessus, vous voyez, je mentionne simplement quelques cas. Simplement pour finir, vous pourriez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas accorder un quelconque crédit à sa mémoire. Je veux dire simplement deux choses pour finir. D'abord, et les deux choses sont liées. D'abord, toutes ces erreurs-là, et encore une fois, la liste est beaucoup plus longue que ce que j'ai présenté, sont extrêmement instructifs. Je pense que vous l'avez compris. Par exemple, si vous prenez le phénomène du gist, qui est illustré par la fausse reconnaissance, vous voyez que les erreurs nous permettent de savoir comment ça fonctionne quand ça fonctionne bien. Et c'est très très utile en psychologie, c'est très utile aussi en philosophie. Regardez quand ça ne fonctionne pas bien pour comprendre comment ça fonctionne quand ça fonctionne normalement. Donc il y a cette chose-là. Une deuxième chose, la conclusion, ce serait plutôt de dire, si vous voulez vous fier à votre mémoire, sachez comment elle fonctionne. Il ne s'agit pas d'adopter une espèce de position sceptique qui dirait tous les souvenirs doivent être mis en doute. Il s'agit plutôt de dire, idéalement, il faudrait savoir un peu comment ça fonctionne pour pouvoir se méfier de ces souvenirs, plutôt que de ne leur accorder aucun crédit. Voilà. Merci. Eh
Eh ben, merci beaucoup. Voilà, ça va vous donner de quoi réfléchir un petit peu à la manière dont vous vivez les expériences que vous vivez ou la manière dont vous les accompagnez quand vous les guidez. On peut prendre peut-être une ou deux questions, deux ou trois. Il y a une main qui se lève là-bas, donc le micro va sur. Ah bah peut-être sinon commence ici, voilà, comme ça. Pas tout à fait une question. Ou alors, si, je ne sais pas s'il y a des pénalistes parmi nous, mais la reine des preuves en droit pénal, c'est le témoignage oculaire. Est-ce que maintenant on commence à former les magistrats, les policiers, les jurés, je sais qu'on le fait aux États-Unis, est-ce qu'on le fait parmi nous, enfin dans notre pays, pour mettre justement tout un tas de warnings de est-ce vraiment la reine des preuves, comme elle est surnommée? Oui, un des cas que je pensais mentionner, mais voilà, le temps est court. Il y a le cas des ce qu'on appelle les flashbulb memories, donc les souvenirs de faits extrêmement marquants. Donc, par exemple, dans le cadre judiciaire, assister à à une attaque, à un assassinat, etc., sont évidemment des choses extrêmement marquantes. Donc, il y a des études en psychologie qui montrent qu'en réalité, il y a énormément de distorsions qui se produisent pour ce genre de souvenirs. Donc ça, simplement pour dire que même les choses qui sont marquantes et dont on se dit, puisque ça m'a marqué, mon attention s'est concentrée dessus, donc je peux me fier à ça, c'est pas évident du tout. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pour répondre directement à votre question, donc je sais que les relations, disons, entre le monde de la psychologie et le monde judiciaire se sont développées. Je ne sais pas si les gens du côté judiciaire ont été formés. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de psychologues qui essayent d'entrer. Alors, c'est ce qu'a fait Loftus. Elle est beaucoup intervenue dans des procès. J'ai aussi des collègues en psychologie qui se forment au droit, des psychologues de la mémoire qui se forment au droit avec l'idée de pouvoir contribuer au traitement de cas judiciaires. Oui. Est-ce que le sentiment de déjà-vu peut être un bug de la mémoire à l'instant T où ça se produit? Oui. J'ai bossé pas mal là-dessus avec un collègue à Grenoble, Chris Moulin, qui est un spécialiste. Donc oui, il y a une variété de cas, en fait. Si vous voulez dessiner le tableau clinique du déjà-vu, en fait, il y a des cas extrêmement différents. Pour un grand nombre d'entre eux, on considère que ce sont des erreurs de mémoire. Et il y a une hypothèse qui dit, donc c'est celle que mon collègue a développée, on a travaillé dessus un peu ensemble, qui dit qu'en fait, donc il y a une erreur de mémoire. Alors, ce qu'on appelle justement, c'est des erreurs métacognitives. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, on a la capacité d'évaluer ce qu'on est en train de faire. Et c'est très important. Dans toutes sortes de contextes ordinaires, on a besoin de cette capacité-là. Donc, dans le cas du déjà-vu, en tout cas, une hypothèse soutient ça. Vous avez une première évaluation métacognitive. Il dit, mais oui, effectivement, cette personne-là, je la connais. Donc, vous avez un sentiment de familiarité. Et puis, vous avez aussi un sentiment métacognitif supplémentaire qui vient invalider le premier sentiment, qui dit non, mais en fait, c'est impossible. Imaginez, vous débarquez dans un pays dont vous savez très bien, avec une absolue certitude, que vous n'y êtes jamais allé, que vous visitez un site, vous avez un sentiment d'avoir déjà été là. C'est manifestement une erreur, ok. Et non seulement c'est une erreur, mais c'est une erreur que vous reconnaissez comme étant une erreur. Donc il y a sans doute, en tout cas, une hypothèse qu'on peut formuler, c'est qu'il y a à la fois, vous avez à la fois un sentiment métacognitif de familiarité. Vous dites ça, je l'ai déjà vécu, ce qui fait que vous avez ce sentiment de familiarité, et vous avez aussi une autre évaluation qui dit mais la première évaluation est erronée. Donc oui, on peut classer le déjà-vu parmi les erreurs de mémoire. Ensuite, la question de savoir, c'est où est-ce qu'on la place exactement dans quelle taxonomie. Mais là, il faudrait entrer vraiment dans des détails techniques pour faire ça. Mais une proposition, pour la classer pour la décrire comme une erreur, c'est celle que je viens de vous indiquer. Ouais. Moi, j'ai une question sur les mémoires corporelles, parce qu'il y a des gens qui ont effectivement cette mémoire visuelle ou symbolique, et d'autres pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les mémoires corporelles? Est-ce qu'elles sont considérées comme épisodiques ou pas?
C'est une bonne question. Alors, en général, quand on parle de mémoire épisodique, on pense à de la mémoire représentationnelle qui inclut de la représentation, hein, pas simplement. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête exactement quand vous parlez de mémoire corporelle. Est-ce que c'est pour renvoyer à des sensations? Est-ce que vous... Des retours de douleur ou des sensations qui ne mènent pas à des élaborations visuelles ou symboliques par représentation d'une scène. Oui, c'est intéressant. Donc, comment dire, le terme tel qu'il est utilisé pour aller vite en psychologie et neurosciences de mémoire épisodique, ça renvoie pas à ce genre de cas en général. On exige souvent qu'il y ait quelque chose comme de l'imagerie mentale, une simulation mentale qui représente la chose en question. Mais on pourrait, ça a été parfois en philosophie, quand les gens s'intéressent à la définition précise des termes, certaines personnes, mais c'est relativement rare, se sont demandé si précisément une mémoire purement corporelle, non représentationnelle, on pourrait dire non déclarative, c'est le terme qu'on utilise souvent, pourrait renvoyer à un épisode particulier, ouais, et vous faire revivre l'épisode en question. Mais c'est pas le sens qu'on donne. En général, étant donné le sens qu'on donne au terme de mémoire épisodique, on n'inclut pas ce genre de cas. Une dernière question? Oui. J'avais une question par rapport aux constructions mentales, parce que j'ai cru comprendre que leur caractérisation différait beaucoup d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, ça va être très contextuel, avec peu de couleurs, des silhouettes, et d'autres, ça va être par exemple très photographique, très exactement ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qui fait que ça diverge comme ça d'une personne à l'autre? Est-ce qu'on sait pourquoi? Je suis loin de tout connaître de la psychologie de la mémoire, mais j'ai jamais rencontré des explications de spécificité individuelle. Souvent, c'est reconnu. Voilà, il y a des gens qui ont de l'imagerie mentale plus ou moins vive. Il y a des gens qui ont une phénoménologie du souvenir plus ou moins forte, intense et distinctive d'autres types d'états mentaux. Mais je connais rien qui étudierait les spécificités individuelles dans le sens. C'est distingué, en tout cas. Comment dire, c'est un fait massif, quoi. Il suffit de discuter un peu, même à l'intérieur du monde académique, quand on travaille sur ces sujets-là, les gens arrivent avec des expériences, des types d'expériences de souvenirs extrêmement différents. Ouais. Après, peut-être qu'il y a des études là-dessus, ça j'ai jamais rencontré en tout cas. Eh ben, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour pouvoir avancer dans le programme. Merci Denis. Après nous être posé des questions sur notre mémoire, on va aller questionner notre rapport à nos sensations et nos émotions avec Fabienne Martin-Juchat, qui est anthropologue de la communication émotionnelle et corporelle, professeure à l'UGA. Merci à tous et à tous. Ravi d'être avec vous cet après-midi dans cette magnifique salle. Merci à l'invitation et merci Denis pour ton intervention, parce que je vais un peu être dans la continuité de ton propos sur cette question du scepticisme ou du constructivisme, sur la question des sensations, des émotions, voire même des pensées. Donc, c'est quoi le point de vue d'une anthropologue sur cette question des sensations et des émotions? Alors, le rôle de l'anthropologue par rapport à un philosophe, c'est pas se poser la question de si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est de prendre au sérieux ce que les acteurs disent de leur pratique. Ce qu'une société dit de ce qui est vrai ou faux sur le corps, les émotions, les sensations, les pensées. Donc le parti pris de l'anthropologie, c'est de considérer que tout acteur, ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Si c'est sa vérité, nous on le prend au sérieux. Si je vous dis, en fait, nous sommes tous un même corps et que finalement il n'y a pas de différence corporelle entre Denis et moi, et que ces souvenirs peuvent imprégner mon corps, dans certaines cultures, c'est une réalité, en fait. C'est pas spécialement une représentation, un fantasme, c'est un vécu expérientiel. Donc la question pour moi, en tant que chercheuse, c'est, en tout cas c'est ça qui m'intéresse depuis bien 30 ans maintenant, c'est comment la société dite occidentale ou la vulgate occidentale à donner un statut aux sensations et aux émotions et aux pensées. Et évidemment, toute culture construit des représentations. Et nous sommes dans un bain, en fait,
de représentation, de discours de vérité sur ce que sont les sensations, les émotions et les pensées. Une anthropologue aussi se dira, tiens, comment ça se fait que on est le 19, 18, je ne sais plus combien on est. Le 19 avril 2025, ici, maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui ont envie d'être à une journée sur les pratiques psychédéliques. Et très probablement, dans la salle, il y a beaucoup de collègues, personnes qui pratiquent la méditation, l'hypnose, la transe, des techniques variées, d'états modifiés de conscience, avec plus ou moins prise de drogue. Donc pourquoi, en 2025, on a envie à nouveau de traiter de ces questions-là. Donc ça, c'est le point de vue de l'anthropologue. Alors, donc par rapport à ça, moi, je ne vais pas vous amener en fait une vérité sur les sensations, c'est ça, les émotions, c'est ça, les pensées, c'est ça. Mais la proposition pédagogique, et ça, c'est aussi ce que j'apprécie dans l'anthropologie, c'est ce qu'on appelle, nous, expériencer. C'est expériencer, de faire vivre des expériences qui permettent à la personne, à l'humain, de lui-même interroger quel est le statut pour lui de la sensation, de l'émotion et de la pensée. Et évidemment, tu connais très bien Gaston Bachelard, que j'adore, évidemment. Parce que Gaston Bachelard, justement, a posé cette question de l'esprit scientifique à partir du statut de l'expérience sensible. Et juste avant de vous faire vivre une expérience, une citation que je trouve absolument magnifique de Gaston Bachelard, qui pose non seulement la question du statut des sensations, des émotions et des pensées, mais derrière tout ça, la question du sujet. Et ça, c'est aussi... je voulais voir ce que tu allais utiliser comme terme. Tu as parlé d'esprit, parce qu'on parle souvent dans les milieux de pratique plutôt de conscience. Donc à un moment donné, je mettais le sujet pensant, le sujet avec une conscience ou un esprit qui pense. Donc soyons, aussi avec beaucoup de pointillés sur finalement qui pense. Et donc cette citation, c'est « En écoutant la symphonie des instants, on sent les phrases qui meurent, des phrases qui tombent et qui sont emportées par le passé. Mais cette fuite vers le passé, par le fait même qu'elle est une apparence seconde, est toute relative. Un rythme s'éteint relativement à une autre partition de symphonie qui continue. » Donc ça renvoie aussi dans la notion de mémoire à ce flux, en fait, ce flux symphonique qui est en permanence, en fait, une reconstruction. Donc j'aime aussi beaucoup cette idée de processus aussi dans l'expérience. Et la deuxième citation, qui est pour moi la plus puissante, on dit ordinairement que l'habitude ordinairement que l'habitude est inscrite dans l'être. Nous croyons qu'il faudrait mieux dire, employant le langage des géomètres, que l'habitude est inscrite à l'être. Donc, l'idée de l'anthropologie, c'est que tout est habitude, et que tout se construit par des habitudes, des pratiques qui conditionnent notre rapport au corps, aux émotions et aux sensations. Et la question, c'est comment se désinscrire de nos habitudes, se sortir de nous-mêmes. Donc, c'est un peu la proposition de Bachelard, qui pour moi, à mon avis, est vraiment l'esprit scientifique. Pour éviter d'être dans une logique d'idéologie, c'est d'essayer de se désinscrire, de se dézoner pour arriver à se décoller en fait de ces représentations. Et c'est la proposition d'exercice que je vais vous faire. C'est une proposition, puis après on en discutera. Sur cette question, évidemment, sensations, émotions, pensées, ça va être vos sensations, vos émotions et vos pensées. Donc, vous êtes d'accord pour faire cet exercice? Puis ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne le feront pas. Donc, la proposition, ça va être... Alors, et vous allez aussi, pour tous ceux qui pratiquent, évidemment, la méditation ou même le tai chi ou le qigong, parce que j'ai oublié de dire que l'anthropologie, c'est l'immersion. Et donc, moi, je pratique des techniques du corps depuis l'âge de 17 ans, dont certaines depuis maintenant 17 ans. L'aïkido, ça fait bientôt maintenant 40 ans que je pratique de l'aïkido, plus du taïso, enfin un certain nombre de pratiques diverses et variées sur cette question du mouvement et le statut de l'immobilité.
hein, parce que quand on démarre la méditation, on se dit tout le temps, mais pourquoi on me demande de ne pas bouger pendant 1 heure, hein? Et bien justement, on va voir pourquoi c'est si intéressant de ne pas bouger. Donc, des choses que vous avez sûrement fait vous-même en tant qu'enseignant ou en tant que praticien. Mais là, ça va être juste une proposition particulière dans l'expérience du pas bouger. Donc, prenez une posture, hein, peu importe, votre posture. Restez tel que vous êtes. Ça ne va pas durer 1 heure, ne vous inquiétez pas. Mais simplement, il va falloir ne pas bouger, mais 1 gramme. Hein, vous le savez, c'est important. Ne bougez pas, mais vraiment ne bougez pas du tout, quoi. C'est la seule consigne. Mais même pas un micro-mouvement de tressaillement, de quoi que ce soit, vous ne bougez pas. D'accord? Et vous fermez les yeux. Et là maintenant, vous allez vous centrer toute votre attention sur le pouce gauche. Vraiment. Et vous allez explorer la sensation du pouce gauche. Dès que ça part, votre mental part, dès que vous voyez que vous partez, que vous êtes parti, vous revenez à la sensation d'une manière obsessionnelle. Le pouce gauche. Vous revenez à votre sensation du pouce gauche, parce que vous avez dû partir, sûrement. Et là, vous allez essayer de suivre comment vous décrochez. Comment ça peut appeler à d'autres parties du corps, ou à des émotions, ou tout de suite des pensées. Quand vous avez fait le circuit, vous revenez à votre sensation. Plongez dans la sensation du pouce gauche. Vous restez sur votre pouce gauche. Et cette fois-ci, vous allez le connecter avec le bruit ambiant. C'est pas grave si monsieur fait du bruit. Allez-y, faites votre vie. Donc cette fois-ci, vous mettez en relation. Et pareil, obsessionnellement, la sensation du pouce gauche, mais cette fois-ci uniquement avec le son. Maintenant, vous allez vous laisser porter par ce qui va venir. Donc la sensation du pouce gauche, qui peut-être va renvoyer à une sensation dans le dos, et puis une émotion. Vous librement vous circulez, et vous faites des circuits. Et après vous revenez à votre pouce gauche et à vous laisser circuler. Et dernier exercice, vous allez vous dire, mais finalement, est-ce que ce pouce gauche, est-ce que c'est une sensation, une émotion ou une pensée? Qu'est-ce que je ressens?
Merci, vous pouvez ouvrir les yeux. Bah merci, vous avez tous joué le jeu. Parce que quand je fais ça avec des étudiants, je ne vous explique pas, il y a des étudiants qui paniquent littéralement. Une étudiante, une fois, elle m'a dit, écoutez, madame, je suis paniquée, j'ai pas de sensation. C'était trop mignon. Alors, par rapport à cette expérimentation, donc, comme je l'ai dit, je n'amène pas des réponses. L'anthropologue, c'est juste ce qui m'intéresse, c'est comment justement une société, une culture donnée, donne un statut particulier aux sensations, aux émotions et aux pensées. Surtout que vous savez qu'en psychologie en particulier, on a des belles taxonomies des émotions. Voire même, on a des collègues en psychologie cognitive, même sur la cognition incarnée, les différences entre les sensations, les émotions primaires, les émotions secondaires, les sentiments, les affects. Moi, j'ai beaucoup aussi travaillé là-dessus. Donc, on a des belles théories sur cette complexité des humeurs, des ressentis. Donc, là, ce qui est intéressant, puis je m'arrêterai là, parce que ça fait déjà pratiquement un quart d'heure, c'est que, d'une manière un peu réductrice, c'est vrai que la Vulgate occidentale a codifié fortement ce que c'est qu'une sensation, une émotion et une pensée. Et d'autres philosophies qui sont porteuses de techniques du corps sont beaucoup plus, relatives ou sceptiques ou constructivistes sur ce statut-là. J'en donnerai une seule de philosophie que certains connaissent dans la salle, qui est une philosophie qui a porté toute l'affiliation Qigong, Tai Chi et les arts martiaux, qui propose de ne pas hiérarchiser du tout les sensations, les émotions et les pensées, en disant que ce sont des manifestations. Alors là, on pourra en discuter avec Denis. De quoi? Du mental, de l'esprit ou de la conscience. Mais en tout cas, qu'il n'y a pas nécessairement de différence de nature. Il y a juste une différence de codification. Et comme nous sommes des êtres de culture, évidemment, notre rapport au corps est construit à partir d'habitudes qui codifient la sensation, l'émotion, la pensée. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a de telles différences de construction corporelle, qui d'ailleurs explique aussi la question des mémoires corporelles. Donc l'intérêt de ces pratiques que vous pratiquez, dans lequel se situe l'immobilité, c'est juste un exercice pour arriver à saisir ces habitudes d'étiquetage, pour éventuellement essayer de faire en sorte que la conscience puisse se dissocier et se désinscrire de ces habitudes de codification. Donc, à vous de me dire si vous avez pu, grâce à cette expérience, à repérer la manière dont votre esprit codifie, catégorise en fait des manifestations en disant ça c'est une sensation, ça c'est une émotion, ça c'est une pensée. Merci. Merci beaucoup pour ce changement de perspective sur l'exploration de l'expérience subjective. On va prendre quelques questions. Du coup, plus une remarque que je trouve intéressante qu'une question, c'est que personnellement, le fait que la sensation soit localisée grâce à la sensation de proprioception fait que je ne peux pas me représenter la sensation du pouce comme une pensée. Et je me dis que peut-être qu'en fait, le cadre occidental qui localise les pensées dans le cerveau serait le siège du rationnel, de la production d'idées. Alors, cela fait que le fait que la proprioception me dit que la sensation est dans le pouce fait que je ne peux pas trop la mettre dans la case pensée. Là où peut-être que des gens qui localiseraient une âme dans tout le corps, qui serait une âme ou un esprit dans l'entièreté du corps, pourraient plus facilement prendre une sensation sur n'importe quelle partie du corps comme une simple pensée. Merci pour votre témoignage. Il n'y a pas de questions, c'est un témoignage. D'autres questions? Retour d'expérience par là-bas?
Attends, on va juste prendre dans le micro. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur le rôle de l'immobilité? Est-ce que c'est une nécessité Oui, parce que pourquoi dans beaucoup de pratiques, on pratique cette immobilité? C'est pouvoir observer ce qui bouge, tout bêtement. Parce que quand on est en mouvement, on ne peut pas observer le mouvement. Donc le parti pris de ces pratiques, c'est d'éviter de bouger. Ça permet d'observer le mouvement et d'observer la transformation. Donc c'est l'intérêt, pour ça que certaines pratiques, la méditation, c'est 1 heure sans bouger. Donc c'est pour arriver à percevoir la conscience qui regarde quelque chose, en fait. C'est d'arriver à se dissocier. S'écouter en train d'écouter. Ou se voir en train de voir, ou se voir le sentant senti. Bon, c'est un grand classique aussi de la phénoménologie, c'est-à-dire qu'on est tout le temps collé en fait à ses sensations, ses émotions et à ses pensées. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, c'est aujourd'hui un phénomène qui est assez intéressant au niveau philosophique. C'est le statut de vérité et de statut de réalité des sensations et des émotions individuelles. Régulièrement, quand je fais des entretiens, je dis à quelqu'un, tes émotions, en fait, entre quelqu'un qui te parle, que tu vois ou les ressens, pardon, excusez-moi, quand quelqu'un te parle, est-ce que tu crois plus à ce qu'il te dit, à ce que tu ressens physiquement de lui? La valeur de vérité de l'émotion aujourd'hui est supérieure. La sensation et l'émotion est supérieure à ce qui est dit verbalement de quelqu'un. C'est-à-dire que la vulgate occidentale, c'est que les sensations et les émotions sont des propriétés de la personne. Ce qui est particulièrement dangereux. C'est pour ça qu'il y a autant de facilité à manipuler aujourd'hui, parce que si l'individu croit que toutes ces sensations, toutes ces émotions sont le fruit de son expérience personnelle, alors qu'évidemment, dans une journée, la plupart de nos émotions sont le fruit de réactions à des stimuli qui ont été déclenchés. L'économie de l'attention, toute la société de consommation, le capital s'appuie là-dessus. Donc aujourd'hui, il y a une sorte d'illusion structurante dans la société que les sensations et les émotions sont des productions individuelles, personnelles. Donc je suis mes émotions, je suis mes sensations. Alors que c'est totalement contestable d'un point de vue même culturel. Il y a différents courants philosophiques qui pourraient contester ce postulat. J'ai juste une deuxième question en lien avec l'immobilité, mais qui serait plus associée à la mémoire. Parce que du coup, ça me fait penser à ce qui se passe en imagerie mentale ou en visualisation pour le sport. Donc, par exemple, si on veut ancrer certains schémas moteurs, certains mouvements, justement, ça veut dire que quelque part, on va ancrer sur des souvenirs du mouvement. Tout à fait, on crée des habitudes. Mais on ne pourra jamais ancrer sur le mouvement. Disons que c'est... Si on veut être attentif à ces sensations, l'immobilité est nécessaire. Attendez, j'ai pas compris la question. Je voulais dire que je me demandais si on était capable de créer des états d'attention particulière à nos ressentis physiques dans le mouvement. Oui, bien sûr, tout à fait. Okay. Oui, bien sûr. C'est un exercice en tant que tel qui permet éventuellement de changer le schéma corporel. Donc ça peut être même de la rééducation thérapeutique. Étant donné que le schéma corporel est une construction culturelle, individuelle, d'où ce que disait même monsieur sur la manière dont on construit sa mémoire, ou sa manière de construire sa mémoire. C'est lié au fait, en psychologie cognitive et du développement, que les techniques du corps qui nous ont marqués enfants, la manière dont on a appris en relation avec des techniques du corps et des émotions, va conditionner notre construction de notre rapport au monde, dont la manière dont on construit notre rapport à la mémoire. C'est pour ça qu'en effet, on n'a pas tous la même manière de mémoriser. Et les mêmes techniques, parce que la mémoire, c'est une technique du corps aussi, d'ailleurs. C'est pas quelque chose de théorique, c'est aussi une pratique. Eh ben, merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là pour continuer à avancer
dans le programme. Alors, on va continuer à questionner notre rapport entre le corps et l'esprit du côté de la médecine, avec Laurence Rambaud, qui est psychiatre en oncologie à Lille et formatrice en hypnose, et qui va nous parler des limites d'une psychiatrie exclusivement focalisée sur le cerveau. Eh ben merci. En plus, c'est parfait parce que c'est en continuité avec tout ce qui a été dit jusque-là. Donc, je pense qu'il va y avoir une grosse part aussi de reprise de tout ce qui a été dit, mais ça va nous faire une petite synthèse aussi en même temps. Et c'est aussi comment remettre la place du corps dans la thérapie. Alors, pourquoi déjà c'est une question, ça, cette question du corps dans la thérapie? Peut-être on peut partir de là avec l'idée que on regarde le psychisme et on a étudié la pathologie psychiatrique et le psychisme en général majoritairement en tout cas, à travers un prisme qui est le prisme du biomédical. Donc c'est un prisme qui a servi à comprendre énormément de choses, à faire énormément d'évolutions thérapeutiques en médecine, mais c'est sous-tendu par cette idée qu'un pathogène entraîne une maladie. Voilà, avec un lien de causalité simple. Donc ça a été très efficace pour la compréhension des infections, par exemple, donc toutes ces pathologies où finalement c'est quelque chose qu'on retrouve, ce schéma-là. En revanche, pour les systèmes un peu plus complexes comme la psychologie, comme la psychiatrie, et comme l'oncologie, donc moi je suis vraiment en plus dans mon boulot au croisement de deux disciplines, la psychiatrie et l'oncologie, qui toutes les deux ne peuvent que difficilement se concevoir qu'à travers ce prisme-là du biomédical. On se retrouve vite confronté à des limites dans notre pratique. Et pourtant, c'est un prisme qui a été très, très, très investi dans le milieu de la recherche. Avec, alors le modèle qui correspond le mieux, c'est aussi la recherche en neurosciences, qui va chercher comme ça des substrats, des corrélats neuronaux, pour expliquer ce qui se passe au niveau du vécu psychique. Donc il y a eu des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui ont été investis dans la recherche en neurosciences. Ça a apporté énormément de choses et ça va continuer d'apporter énormément de compréhension, mais en tout cas, force est de constater que dans la pratique clinique, sur le terrain, pour le moment, ce qui est découvert juste avec le prisme des neurosciences ne permet pas d'aller soigner la personne dans toute sa complexité. Ne serait-ce que sur la question très simple des molécules thérapeutiques. Là, il y a eu très peu d'évolution en termes de pharmacologie en psychiatrie sur les 20 dernières années. Là, il y a un nouveau champ d'exploration en ce moment qui est sur les psychédéliques, on en parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la recherche sur les psychédéliques, on va aussi aller expérimenter un autre cadre, un autre paradigme expérimental qui va prendre en compte, non pas seulement, ou en tout cas dans une part de la recherche sur les psychédéliques, non pas seulement l'effet de la substance sur les circuits neuronaux, mais aussi cette dimension du set and setting. C'est quoi ? C'est dans quelles conditions qu'est la personne ? C'est quoi le processus qu'il y a derrière ? C'est quoi le processus ? C'est quoi l'intention qu'elle a quand elle va faire cette expérience ? C'est quoi le lien qu'il y a avec la personne qui l'accompagne ? C'est quoi comment l'environnement dans lequel elle va être va jouer aussi sur son expérience ? Et tout ça, ça nous fait basculer du coup dans un paradigme aussi beaucoup plus constructiviste de l'expérience. En gros, donc c'est ce qu'on vient de voir, du coup, mais c'est ce que je vis, le contenu de mon expérience, est une perpétuelle co-construction entre ce que je vais percevoir du monde et puis ce que je vais en faire, moi, avec qui je suis, avec ce que j'ai appris. Donc, voilà, ce constat que dans des disciplines et dans certains champs de disciplines complexes, comme la psychiatrie et comme par exemple la dépression en psychiatrie, on est un peu limité quand on va juste regarder le problème à travers un prisme.
le prisme des neurosciences. Après, pour certains champs de la psychiatrie, par exemple l'étude du stress, on a construit un modèle qui est un peu plus robuste du coup avec ce regard-là. Donc il y a des endroits où on arrive à avoir quelque chose de consistant et qui permet de comprendre, mais d'autres, par exemple le champ des émotions ou le champ de la dépression, ça suffit pas. Et ça pousse à avoir une démarche qui va croiser les niveaux d'observation. Est-ce que je regarde la personne qui est en face de moi à travers la question des neurosciences, donc qu'est-ce qui se passe pour elle au niveau des activités, de son activité cérébrale, de la biologie, qu'est-ce qui se passe pour elle quand elle est comme ça, assise en face de moi, en train de vivre un état dépressif, comment ça se manifeste dans son corps, dans sa biologie, mais aussi à travers, par exemple, sa culture. Une personne au Japon va être du coup dans une manifestation d'un état dépressif qui sera complètement différent d'une personne en France. Et ça aussi, c'est intéressant d'aller interroger dans quelle culture est-ce que la personne est, dans quel environnement, dans quel contexte elle est. Ça va être aussi très intéressant d'aller se poser la question de c'est quoi son vécu. Donc ce qu'on appelle la phénoménologie. Qu'est-ce qu'elle expérimente quand elle, dans cet état-là. C'est quoi pour elle cet état de dépression? Comment ça se manifeste dans son corps, dans ses sensations? Donc c'est vraiment cette invitation, enfin en fait c'est pas une invitation parce qu'on est obligé sur le terrain d'aller ouvrir un peu le champ de compréhension de la personne et de croiser ses regards. Et en gros, le modèle est en train de se construire, donc ça pousse aussi à être assez humble sur aujourd'hui, à l'état actuel, les limites aussi qu'on a dans notre compréhension de certains endroits de la pathologie psychiatrique avec l'état actuel de nos connaissances. Et ça pousse aussi à croiser tous ces regards pour, au final, l'idée c'est d'avoir un modèle qui sera... Plus le modèle sera robuste, plus tous ces regards viendront se rencontrer et se compléter dans une vision commune. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ça va. Ça pousse du coup à cette approche ce qui s'appelle la médecine intégrative. C'est quoi la médecine intégrative? C'est un courant qui est né dans les années 90 aux États-Unis, et c'est vraiment né de ce constat qu'il y avait une souffrance, enfin déjà une souffrance chez les soignants, dans la manière dont le soin était pratiqué, avec la sensation de passer à côté d'une grande partie de ce qu'est le soin. Une souffrance du côté des patients aussi, qui ne se sentaient pas rencontrés, qui ne se sentaient pas compris, pris en compte. Et puis aussi une sensation d'impasse dans la manière dont on pouvait répondre aux plaintes des patients, avec le prisme qui était le prisme de la médecine tel qu'elle était pratiquée dans ce contexte-là. Donc une invitation à venir expérimenter une approche plus globale de la personne. Donc, non plus la regarder à travers son symptôme, mais à travers une vision plus holistique de qui c'est cette personne qui est en face de moi, c'est quoi son contexte, c'est quoi son alimentation, comment l'alimentation va jouer aussi sur son état d'être, sur son vécu, on en parlait tout à l'heure, sur son vécu subjectif. Comment est-ce que son environnement, comment est-ce que le système dans lequel elle évolue va jouer aussi sur son vécu. Donc c'est vraiment du coup une manière, on va dire, complémentaire d'envisager le soin, avec l'idée de s'intégrer aussi à la médecine conventionnelle, et qui s'intéresse aussi aux approches, ce qu'on appelle les approches non conventionnelles. Les approches, y compris les approches psychocorporelles. Donc comment aborder le soin avec d'autres approches, d'autres manières qui vont aussi intégrer cette dimension on en parlait tout à l'heure, la cognition incarnée, c'est-à-dire que de réouvrir le champ, en fait, de réouvrir le champ de compréhension de comment je me fais mon expérience. En gros, mon expérience n'est pas juste le résultat de mes pensées d'un côté, mes émotions de l'autre. Cette idée de la cognition incarnée, c'est l'idée qu'il y a en permanence une co-construction et une interrelation entre l'état de mon corps, comment se sent mon corps là maintenant, et donc si j'ai une douleur à un endroit, je ne vais pas vivre la même expérience que si
je suis sous la douche, que si... voilà, donc en fonction de comment se sent mon corps, ça va influencer mon vécu subjectif. Donc, interrelation entre le corps, le contexte, l'environnement dans lequel je suis, là, ma manière de me sentir avec vous en face de moi, bah, ça va être différent de ma manière de me sentir si je suis sous ma douche, pour le coup. Donc, le contexte joue et participe à construire l'expérience subjective. Et puis, le contenu cognitif, le contenu de mes pensées. Donc, c'est cette idée-là de la cognition incarnée, qu'on est en permanence dans cette espèce d'intrication de ces trois champs. Et que du coup, c'est aussi l'intérêt d'aller remettre le corps et réutiliser le corps comme un outil aussi d'aller jouer sur le vécu subjectif. Pas que à travers la cognition, mais aussi en utilisant le vécu du corps. Et du coup, alors pour le moment, il y a les études dans ce domaine-là des thérapies psychocorporelles sont... Il y a moins de moyens qui sont mis dans ce champ-là de la recherche que dans le champ des neurosciences. Donc on a encore peu de robustesse et on a encore peu de... Mais il y a quand même de plus en plus de choses qui vont dans cette idée d'utiliser le corps, par exemple d'utiliser la posture. Comment est-ce que si je joue sur la posture de mon patient, je vais jouer aussi sur son état d'esprit. Ça, il y a des études intéressantes qui sont faites sur les personnes dépressives. En gros, il y a une espèce de corrélation entre sévérité de la dépression et propension à se tenir voûté. Et du coup, des exercices qui sont faits aussi de proposer aux patients dans des états dépressifs de se tenir plus droit, du coup, de redresser la posture et de se mettre en situation... par exemple de stress ou de prise de parole en public, et de voir comment est-ce que le simple fait de redresser la posture dans un contexte comme ça va jouer sur leurs affects positifs et leur niveau de vitalité. Donc corriger, donc passer à travers le corps, plus passer à travers seulement quelque chose de cognitif, mais vraiment repasser à travers le corps pour avoir un impact sur le vécu subjectif. Ça joue donc effectivement sur le travail de la posture, sur ça permet aussi de redonner aux patients une sensation d'autocompétence sur la gestion de sa régulation émotionnelle. On peut par exemple travailler avec des exercices de contraction détente et se rendre compte, et ça c'est aussi des choses qui sont bien étudiées, que le contenu de ma pensée, si là on peut tous le faire d'ailleurs, vous pouvez vous relier à quelque chose qui prend beaucoup de place pour vous en ce moment dans vos pensées, quelque chose qui est hyper présent, un truc qui vous préoccupe. Voilà. Vous avez tous quelque chose, là prenez la première chose qui vient, et puis vous allez, toujours en gardant ça en tête, vous allez vous contracter sur votre fauteuil, vous allez vous serrer les poings, vous tendre, voilà, serrer les jambes, les cuisses, on se contracte, vous vous reliez à ce truc-là, serrez bien fort, pensez à cette situation. Voilà, notez comment ça fait. Et on relâche, on détend. Voilà, juste profonde respiration. Profonde inspire. Profonde expire. Voilà, et dans cet état, juste reprenez cette question-là que vous aviez en tête tout à l'heure. Et notez juste comment c'est différent peut-être déjà de vous y relier, comment la manière de vous y connecter n'est pas tout à fait la même. C'est hyper rapide comme exercice, mais en gros c'est juste expérimenter ça, qu'effectivement l'état du corps, quand on est crispé, va induire un contenu de pensée qui n'est pas le même qu'un état du corps quand il est relâché, détendu. Et parfois jouer sur ce paramètre-là va permettre de jouer sur le contenu de pensée. C'est souvent plus intéressant, plus facile d'accès en pratique, d'accéder d'abord au corps pour ensuite accéder à la pensée. Dernière chose, je ne sais pas où on en est niveau temps. Ouais, ça va. Ça va. Dernière chose, c'est comment utiliser le corps dans la thérapie pour induire un état modifié de conscience, et comment l'utilisation du corps pour décaler les états de conscience peut être aussi un outil thérapeutique. Ça, il y a
Alors du coup, effectivement, parce que je suis aussi formée à l'hypnose, et donc du coup, c'est vraiment cette idée de comment aller chercher des états modifiés de conscience pour aller aborder parfois des problématiques avec un autre regard. On l'a vu et revu ce matin, donc peut-être l'idée n'est pas forcément de revenir trop sur cette question-là, mais plus comment aussi utiliser dans la transe le mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui est fait dans énormément de cultures, d'utiliser le souffle, d'utiliser le corps, d'utiliser les mouvements répétitifs du corps comme des moyens de décaler l'état de conscience. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant dans la thérapie, de passer par ce levier-là. Moi, par exemple, pour les personnes avec des dépressions, je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent, il y a quelque chose de très figé dans la manière de se comporter, dans la manière d'être au monde, de très ralenti. Et donc, d'aller proposer des états modifiés de conscience, mais vraiment dans quelque chose de plus dynamique, en soi, c'est quelque chose qui est intéressant à faire expérimenter. Et du coup, le fait d'aller décaler comme ça l'état de conscience, ça peut permettre soit une désidentification de ce qui fait souffrance. Souvent, quand il y a comme ça une problématique, il y a quelque chose qui se contracte autour de la problématique, et c'est vraiment un biais attentionnel qui s'inscrit dans une démarche de psychologie évolutionniste, c'est-à-dire que c'est plutôt normal et sain que quand quelque chose pose problème, l'évolution ait sélectionné ceux qui s'intéressaient à ce qui faisait souffrance pour aller chercher des solutions et se mettre dans un contexte de sécurité. Donc, globalement, on a cette tendance-là à venir se contracter sur ce qui souffre, et de décaler l'état de conscience pour amener vers un état où il y a quelque chose de plus ouvert dans le champ des perceptions, d'avoir un regard un peu plus distant sur le problème. En soi, ça permet déjà des beaux recadrages et ça permet déjà parfois d'aller aussi lever des processus d'association d'idées. Donc on a quelque chose où la pensée est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libre. Ça permet aussi d'avoir accès à du contenu plus métaphorique, du contenu émotionnel, et du coup parfois, en passant par ces états modifiés de conscience, de s'assouplir dans sa manière de se relier à ce qui posait problème, ou en tout cas de se désidentifier. Voilà, c'est très rapide. J'espère que ça reste clair. C'est parfait. Ça va? Est-ce que du coup il y a des questions? Merci beaucoup. Juste avant, je vais rajouter un petit... Merci. Merci beaucoup. Pour connecter ça avec la thématique de la journée, les psychédéliques, je pense que le champ d'études psychédéliques a tout intérêt à aller se connecter avec ces notions de constructivisme dans la construction de l'expérience et plus spécifiquement à ces notions de médecine intégrative. Il y a beaucoup de gens dans le champ des études psychédéliques qui foncent tête baissée du côté des neurosciences, de la neuroimagerie, avec énormément de doutes vis-à-vis des questionnements qu'on aborde aujourd'hui, avec l'idée que c'est pas scientifique et qu'il faut rester à distance de tout ça parce qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas faire des images. Voilà. Donc, juste, je pense qu'il y a des connexions à faire ici, à stimuler. Voilà. Et voilà, s'il y a des questions, du coup... Alors, attends le micro qui arrive. Si vous voulez montrer vos mains pour faire passer le micro après, s'il y a d'autres questions, voilà, il y aura une autre question ici après. Mais c'est plus par rapport à ce que vous dites, vous, à l'instant, là. Pour moi, c'est juste des objectifs différents aussi. Je vois mal... Enfin, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, tout ce qui sort du cadre de la science, et c'est peut-être même la raison pour laquelle on peut être poussé à s'intéresser aux psychédéliques, ou en tout cas, c'est vraiment lié. Mais moi, je vois mal comment, de façon collective, ça peut... Enfin, si on part du principe que se faire du bien à soi, c'est faire du bien à l'autre, dans ce cas, oui. Mais disons que, voilà, pour moi, c'est vraiment une recherche d'épanouissement individuel. Et alors, là où la science amène des lois universelles sur la façon dont ça fonctionne. Et les deux sont absolument pas incompatibles. Enfin, c'est juste que je vois pas... C'est pas les mêmes objectifs, quoi, pour moi.
Alors sur la question de l'universalité, on peut revenir à la présentation de Fabienne qui nous expliquait que la notion d'universalité dans la construction de l'expérience, elle n'existe pas. Et après, l'intervention que je donnais là, c'était pas pour rejeter et dire du côté des neurosciences, de la neuroimagerie, il n'y a pas d'intérêt. Disons qu'on est déjà beaucoup dessus, quoi. C'est qu'on est trop dessus, Ouais. et pas assez sur ces thématiques-là, je pense. Voilà. C'est juste une question de balance, d'équilibrage. Voilà. Si tu peux faire passer le micro un petit peu devant. Moi, j'ai une question pour vous qui touche à la fois à la psychiatre et à l'oncologue, enfin, ou aux deux angles. Mais du point de vue du patient, est-ce que vous observez que les patients qui donc sont confrontés à une annonce alors qu'ils ne sont pas nécessairement souffrants initialement vont faire une demande de médecine intégrative plus que les patients qui sont confrontés à des pathologies long terme comme des dépressions en fait longue durée et qui en viennent à demander de la médecine intégrative mais presque en désespoir de cause? Est-ce que le patient à qui on annonce un cancer demande tout de suite quelque chose d'intégratif ou se réfugie du côté médical en premier lieu? Alors, la demande n'est pas forcément sur est-ce qu'il y a une demande de rencontrer le psychiatre, mais plus d'avoir d'autres approches que... oui, est-ce que vous, de votre point de vue, vous avez l'impression que les patients qui sont confrontés à une annonce de cancer vont, dans un certain sens, se confronter à quelque chose aux limites de la médecine en se disant, et j'ai la médecine traditionnelle empirique, et dire, est-ce qu'on va tout de suite rajouter de l'intégratif? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place tout de suite avec... En tout cas, peut-être juste une nuance, c'est que l'idée de la médecine intégrative est vraiment pas d'être dans quelque chose d'excluant par rapport à la médecine conventionnelle, mais vraiment justement de venir réunir. Parce que le risque, effectivement, et par exemple en onco, c'est parfois un désinvestissement des soins en médecine conventionnelle pour aller exclusivement vers du non conventionnel. Alors, et en même temps, c'est un risque, finalement, on se rend compte que c'est 5% des patients en onco qui débranchent complètement du soin conventionnel pour aller vers le non conventionnel. Mais voilà, l'idée n'est pas de faire d'un côté un camp et de l'autre. Voilà. Je vois bien qu'il y a de la polarisation, il y en a qui se désinvestissent d'un côté ou qui surinvestissent de l'autre. Mais est-ce que quelque part, dans notre société, à l'heure actuelle, moderne de 2025, il y a de plus en plus de demandes de médecine intégrative de la part des patients ou pas? Oui, alors en tout cas, il se trouve que le domaine de l'oncologie, c'est un domaine où c'est encore plus présent que les autres domaines. Et donc c'est là qu'il y a le plus de recherche aussi et de recommandations sur tout ce qui est approche non conventionnelle, justement. Et des sous. Et de sous. Oui, mais ce qui est un facteur énorme aussi dans le... Mais ça, c'est votre angle. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de recherches, il y a de plus en plus de sous de la part des oncologues ou des psychiatres qui sont investis dans cette demande. Mais est-ce que vous observez que de la part des patients, il y a un changement? Eh bien, disons que c'est quelque chose qui se co-construit. C'est-à-dire que je pense qu'à la base, il y a aussi une demande, et une demande des patients et un constat d'un soin qui ne correspond pas à leurs attentes, s'il est vu qu'à travers un prisme très symptôme-traitement. Donc il y a aussi vraiment ce constat de limite, à la fois du côté des patients et puis des médecins aussi, qui se retrouvent aussi dans des limites de ce qu'ils peuvent répondre aux patients avec leurs moyens en l'état actuel. Donc ça part des deux, ce besoin d'aller chercher du côté d'autres manières de concevoir le soin. Ça repose aussi cette question de qu'est-ce qui prend soin dans le soin, qui est une question très vaste. Et donc ça demande aussi d'élargir le spectre du tout pharmaco, par exemple. Parce qu'il y a vraiment cette question de la relation. Oui, je suis bien d'accord, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un médecin qui co-construise avec le patient. Le patient ne va pas demander s'il n'est pas avec un médecin sensible à tout ça. Oui. Oui, bonjour. Moi, je constate que toutes les personnes qui sont ici ont fait des recherches personnelles, chacune dans leur domaine. Mais la médecine traditionnelle a donc les personnes qui ont choisi la médecine, dans n'importe quelle spécialité que ce soit, ont une formation
qui a été décidé à un certain niveau. Tout le monde n'est pas prêt à changer ses habitudes et aller au-delà. Et c'est aussi un problème. Oui, c'est comment on fait avancer les soins. Et oui, oui. Ouais, moi, je suis plutôt optimiste de base. Moi, je pense que de toute façon, il y a ce besoin d'aller chercher d'autres manières de prendre soin et d'aller les étudier aussi. Je pense que c'est aussi important de garder cette rigueur scientifique, mais juste en cherchant peut-être d'autres moyens de les étudier qui sortent du modèle actuel qui est... Je parlais en tant que patient. Oui, oui, oui. Oui. Hélène ? Alors moi j'ai une question un petit peu pour tous les trois, parce qu'on a eu le prisme de la philosophie, de l'anthropologie et puis de la psychiatrie liée à l'oncologie. En fait je me pose la question sur est-ce qu'on constate des différences au niveau culturel en fonction des sociétés sur la mémoire, sur comment on expérience les choses, et est-ce que ça a un impact sur les pathologies qui sont développées aussi bien au niveau mental que physique ? Oui, merci pour cette question. Je pense que tout le monde va répondre. Donc oui, tout à fait. En fait, déjà par rapport à ce qu'a dit Madame, moi actuellement je travaille avec l'Afrique sur des questions de comment concilier justement la médecine dite moderne, occidentale, conventionnelle et des médecines dites traditionnelles, non conventionnelles. C'est vrai que la manière de se soigner ou les habitudes de soins sont très différentes entre les cultures, même les manières de penser le soin ou à la santé. Là, actuellement, là, je travaille avec toute la communauté d'Afrique de l'Ouest autour du Bénin, où c'est l'inverse, c'est-à-dire la population, 80% des Africains se soignent d'abord par médecine traditionnelle et les plantes. Et c'est toujours, ils commencent d'abord par ça, et si ça marche pas, ils vont voir la médecine moderne. Donc c'est intéressant, parce que nous, en Europe, c'est l'inverse. On commence d'abord par la médecine dite moderne, et puis si ça marche pas, on se dit, bon, allez, je vais tenter les tisanes, la phyto, tout ça. Alors que là-bas, c'est l'inverse. C'est d'abord la phyto, les tisanes, et si ça marche pas, on fait l'inverse, quoi. Donc la manière de se soigner, c'est quelque chose qui est totalement culturel. Et après, en effet, la question de la manière dont on somatise, la manière dont on symptomatise, la manière dont on est dit malade ou pas malade, parce que ça renvoie aussi à la question de ce que c'est que la maladie. Et ça, c'est les grands apports de Canguilhem sur le normal et pathologique. C'est-à-dire le fait d'étiqueter. Quelqu'un, par exemple, qui dans la salle n'a pas senti son pouce, dans une culture fantasmée, on pourrait dire il est malade. Il est malade parce qu'il ne sent pas son pouce. Il est psychiatrique parce qu'il n'est pas capable, à travers le pouce, de ressentir en fait la puissance des imaginaires qui circulent dans la salle. Voilà. Donc du coup, la question de la maladie, c'est aussi un étiquetage en fait culturel. Donc chaque culture, en effet, définit le normal et le pathologique, définit ce qui est sain et pas sain, et du coup conditionne pour l'individu s'il va se sentir normal ou pas normal. Alors évidemment, et après il y a la question des maladies qui sont... Là, on est plutôt sur du psychiatrique. Après, sur la question du rapport au corps, quand vous avez un cancer, vous avez un cancer. C'est pas une invention. Mais après, les raisons même d'avoir un cancer, si vous réussissez à guérir dans un certain pays un cancer par des incantations en fait spirituelles et que ça marche, on va dire mais c'est pas possible, on peut pas guérir un cancer avec uniquement des incantations spirituelles. Ça pose la question du rapport entre l'esprit, évidemment, la somatisation et la question du vécu individuel et du vécu corporel. Et là, c'est vrai que c'est compliqué parce que comme l'a très bien dit François, comme aujourd'hui ce qu'on appelle la scientificité, avec des critères de reproductibilité, qui sont les critères de la science aujourd'hui, évidemment, il y a un certain nombre de pratiques qui sont considérées comme non explicables par rapport aux critères de la scientificité, d'ailleurs des sciences plutôt expérimentales, quand on est sur le champ de l'expérientiel, quoi. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'où en effet la proposition des médecines intégratives, je la trouve intéressante.
c'est d'éviter de juger, hein, mais de se dire, si le placebo fonctionne, eh bien, ayons recours au placebo en plus que de la chimiothérapie. Hein. Si finalement aller prier soigne autant du cancer que la chimio, faisons les deux. Hein. Donc c'est une question en fait d'accepter qu'il peut y avoir différentes voies pour être en bonne santé et également différentes voies pour tomber malade. Moi, travaillant beaucoup sur le corps, je suis de plus en plus demandée à intervenir dans des journées en psychiatrie, parce qu'ils observent que la surprésence du numérique et le fait de voir en permanence en face de soi des corps construits crée des nouvelles pathologies psychiatriques au niveau de l'identité qui mettent en difficulté les psychiatres. Donc en effet, de nouvelles pratiques corporelles comme celles qu'on a à être derrière des écrans 24 heures sur 24 déclenchent automatiquement des nouvelles pathologies caractéristiques de notre société, de notre culture. Eh ben, merci beaucoup pour cette superbe réponse. En fait, on a déjà bien débordé, donc je vous propose qu'on arrête cette session maintenant. Merci beaucoup à tous les trois. On va prendre une pause de un quart d'heure. On essaye de faire une pause courte et après on revient cette fois-ci pour écouter des praticiens qui viennent nous parler de leur pratique de trance, leur pratique d'accompagnement dans les états de conscience modifiés. Voilà, à tout de suite.